pour le dernier update lecture de l'année 2016 et globalement j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même passé un très bon dernier mois de lecture. Et on va pas s'attarder plus que ça sur l'introduction et on va passer directement aux lectures que j'ai faites. Première et très bonne lecture que j'ai faite ce mois-ci, c'était Les Fiancées de l'hiver, la passe-miroir tome 1 de Christelle Dabos. Je pense que vous connaissez déjà tous le résumé, mais pour en toucher 2-3 mots, on suit le parcours d'Ophélie, qui est une jeune fille qui vit sur une arche. La Terre est un petit peu divisée en différentes arches, je ne sais pas pourquoi ni comment. Et elle va être promise à un garçon qui vit sur une autre arche, et elle va devoir aller le rejoindre dans son monde. Et à partir de ce moment-là, pas mal de complots vont se mettre en place, pas mal de dangers existent aussi. Bref, vous suivez le parcours d'Ophélie dans sa nouvelle aventure, dans sa nouvelle vie. Il s'agit d'une saga jeune adulte fantastique qui, il me semble, comportera au moins 3 tomes. Et si j'ai bien compris, je crois qu'il y en a même peut-être un 4e à venir. Bref, je ne suis pas très sûre, mais voilà, c'est en plusieurs livres. Hawaii a définitivement décidé de se montrer dans cette vidéo. Première chose que j'ai vraiment adoré, c'était l'univers immersif qu'a su mettre en place Christelle Dabos. L'auteur sait décrire de façon très visuelle son monde et donne énormément de détails sur son fonctionnement. C'est donc absolument pas difficile de s'immerger dedans et de le visualiser de façon très précise et très claire. On l'appréhende, je trouve, très bien et très vite, et je trouve ça très difficile de se perdre finalement dans ce monde-là, parce que même s'il y a full de détails et full de particularités liées à ces différents mondes, ils sont très bien présentés et de la bonne façon, ce qui fait que vous les appréhendez très vite. C'est une ambiance et un monde qui m'ont d'ailleurs très fortement rappelé À la croisée des mondes de Philippe Pullman, dans le sens où on y trouve un petit peu cette même sensation de complot, de danger, d'univers assez froid et dangereux que j'avais vraiment adoré. Voilà, je trouve que ce monde-là s'en approche assez fortement et pour moi c'est un point très positif, sachant que c'est une saga que j'avais énormément appréciée. On peut avoir un sentiment de trop plein de descriptions justement dans ce premier livre parce que l'auteur est obligé de poser les bases de son roman et donc de vous aider à appréhender tout cet univers qui est très riche et très complexe. On pourrait donc avoir le sentiment qu'il n'y a pas une énorme avancée dans l'histoire, qu'il s'y passe pas suffisamment de choses, mais faut pas oublier que c'est un premier tome et donc il faut poser les bases. À mon sens, j'ai quand même trouvé qu'il y avait un très bon mélange entre description de cet univers et avancée dans l'histoire. Personnellement, c'est pas un point qui m'a dérangé, mais je tiens à signaler pour ceux pour qui ça pourrait compter. Parlons aussi de la plume de l'auteur qui est à mon sens très bien travaillée. Je l'ai trouvée très riche, en même temps très belle et pas forcément ultra complexe. Je trouve qu'elle pose justement très bien les bases de son monde. Et pour moi, elle a complètement renforcé mon immersion dans cette histoire. Je trouve qu'elle lui donne une sensation de conte un petit peu, justement par la foule de détails, par l'ambiance qu'elle lui donne. Je trouve que cette plume correspond très bien à cet univers. Forcément, c'est la même auteure, mais voilà, je trouve que les deux s'équilibrent très bien et que c'était vraiment très agréable à lire. Les personnages ont aussi été un très bon point positif dans cette histoire parce que je trouvais qu'ils étaient absolument pas communs, en tout cas pour la lecture jeune adulte. J'ai trouvé que Christelle Dabos se distinguait vachement de ce qui pouvait déjà exister parce que je les ai trouvés absolument pas prévisibles et je trouvais ça assez difficile justement de prévoir quelle pouvait être leur relation entre eux et quels allaient être leurs objectifs. Je trouve que l'auteur brouille assez bien les pistes et justement renforce l'intérêt du lecteur pour l'histoire parce qu'on ne sait pas comment ils vont interagir entre eux. Et justement, cette ambiance de danger et de complot à laquelle je faisais référence au début de la vidéo est complètement renforcée par ces personnages qui sont absolument pas prévisibles et on ne sait justement pas auxquels on peut faire confiance et comment ils vont agir dans la suite de l'histoire. C'est quelque chose que j'ai adoré parce que ça suscitait vraiment mon intérêt et ça rajoutait du suspense à l'histoire qui pour certains ne sera pas assez pimenté justement. Pour moi, c'était un très bon point positif. Je tiens quand même à signaler des points qui pourraient ne pas plaire à certains, notamment en ce qui concerne les lenteurs, les descriptions ou l'avancée dans l'histoire. Moi ça m'a absolument pas dérangé tant le monde était bien construit et l'ambiance me plaisait énormément, mais c'est des points négatifs que j'ai pu entendre en écoutant certaines critiques de ces bouquins. Et je peux totalement les comprendre parce qu'effectivement il y a beaucoup de descriptions, parce que l'auteur prend le temps d'installer toute l'histoire, donc ça peut être perçu comme des grosses lenteurs. Et oui, on n'avance pas forcément énormément dans l'histoire, on voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de personnes, mais c'est vrai que si on résume de façon très grossière l'histoire, il se passe pas énormément de choses. Maintenant, je le répète, c'est un premier tome, je trouve ça assez normal. Et de ce que j'ai entendu, le deuxième tome est encore plus réussi, donc j'imagine qu'on avance pour le coup pas mal dans l'histoire. C'est un livre que j'irais quand même assez recommander aux fans de l'univers de Philippe Pullman, comme je disais, donc À la croisée des mondes, parce que je trouve qu'il s'y rapproche très fortement. C'est aussi quelque chose que je vais conseiller aux gens qui aiment l'imaginaire, parce que là vous êtes complètement servis, c'est un univers comme je vous le disais très riche, très immersif, très visuel, donc ça compte énormément. Et j'ai très hâte de découvrir la suite de cette saga, parce que ce premier tome m'a énormément plu. Second livre que j'ai lu au cours de ce mois de décembre, c'était A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. C'est le premier tome d'une série de 6 bouquins de fantasy et de réécriture de contes. C'est aussi un petit côté new adulte parce que vous avez des scènes un petit peu plus graphiques et je pense que l'ambiance et l'aura du livre
se base quand même un petit peu là-dessus, sur une espèce de tension sexuelle, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Pour la partie conte, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Pour vous situer un petit peu l'histoire, on suit le parcours d'une jeune fille qui vit dans un village dans lequel les personnages un petit peu fantastiques que sont les fées sont assez connus et craints parce qu'ils ont fait l'histoire de ce royaume-là, ils sont craints, ils sont un petit peu retirés dans des mondes différents, mais leur ombre plane un petit peu sur tout le monde, on sait pas trop s'ils existent, s'il s'agit de mythes ou non, parce que ça fait très longtemps qu'on les a pas vus. Et cette jeune fille doit faire survivre sa famille qui elle n'a pas l'air de se bouger trop pour justement survivre. Un jour elle va tuer un loup qui en fait n'en est pas un mais qui est une fée, et pour cet acte odieux elle va être enlevée par une autre fée qui est beaucoup plus puissante, qui fait partie un petit peu des chefs de la royauté de ces fées là, qui va la ramener dans son royaume et l'empêcher d'en sortir à tout jamais. Voilà pour la partie un petit peu La Belle et la Bête. Autant vous dire que c'est pas une lecture que j'avais adorée, j'en ai entendu énormément de bien, mais malheureusement pour moi elle avait certains défauts que j'ai vraiment pas appréciés et pour lesquels j'ai pas su passer outre. Le plus gros défaut pour moi c'était la cohérence. J'ai trouvé qu'on avait deux parties extrêmement distinctes l'une de l'autre, notamment la première qui met en avant un personnage qui est quand même un survivant, qui est un peu une guerrière parce qu'elle doit faire survivre toute sa famille. Elle vit dans des conditions qui sont très difficiles, elle a pas le temps de laisser la place à ses sentiments, c'est un personnage assez froid, mais voilà, c'est du fait de son histoire et de son parcours. À partir du moment où cette jeune fille est enlevée dans ce nouveau royaume, on a la sensation de deux genres littéraires complètement différents, parce que j'ai trouvé qu'elle changeait complètement d'aspect à partir du moment où elle changeait de royaume. Elle devient un personnage que j'ai trouvé beaucoup plus superficiel, beaucoup plus conscient de son apparence, là où franchement elle n'en avait rien à foutre dans la première partie parce qu'elle avait pas le temps de s'intéresser à ça. J'ai trouvé que le personnage changeait radicalement de cette première partie à cette deuxième partie, ses attentes sont complètement différentes, sa conscience d'elle-même et des autres a aussi changé, et j'ai aussi l'impression que le genre littéraire n'est pas tout à fait le même. On passe d'un côté survivaliste à une romance assez basique et assez simple, qui m'a un petit peu choquée parce que clairement dans l'espace-temps du bouquin il se passe peut-être un jour ou deux et on a complètement changé d'ambiance. C'est un peu choquant, je trouve que la transition est assez mal faite, moi ça m'a clairement dérangée. Pareil pour ce qui est des ravisseurs de cette jeune fille, ils passent de bestioles complètement dangereuses qui sont hyper craintes par les personnes de ce royaume à des accompagnateurs presque inoffensifs, mais vraiment d'un moment à l'autre, et j'ai trouvé ça très perturbant parce que on nous les présente comme quelque chose de très dangereux et d'un coup ils passent à des petites bestioles gentillettes. Moi ça m'a vraiment dérangée. Et justement en parlant des personnages, j'ai trouvé que les deux personnages principaux étaient assez fades. Pour ce qui est de la jeune fille, là où elle était assez forte au début du roman, je trouve qu'elle perd vraiment en épaisseur dans cette deuxième partie du livre. Comme je vous l'ai dit, elle devient hyper consciente de son apparence, je l'ai trouvée parfois très superficielle. Elle se pose des questions qui pour moi n'ont pas de sens vis-à-vis de son passé. Je l'ai pas trouvée passionnante, et pareil pour l'autre personnage principal qui est censé être l'intérêt amoureux, qui est censé être la bête, qui n'a pas franchement beaucoup de substance. Je le trouve très fadasse, à part être beau et un poil mystérieux, il a pas plus d'intérêt que ça, et on a du mal à comprendre pourquoi le personnage principal s'y intéresse autant et pourquoi elle est autant captivée par ses attentes et ses envies. J'ai eu énormément de mal à comprendre pourquoi, hormis un moment dans l'histoire où il a cette pointe de danger qui survient, mais c'est aussi lié à ce côté un petit peu tension sexuelle qu'essaye d'intégrer l'auteur dans ce récit-là. Les seuls personnages assez intéressants, c'était finalement les personnages secondaires que j'ai trouvé plus complexes et plus intéressants. C'est assez dommage finalement, même si en général je regrette que les personnages secondaires soient pas assez développés, là ils le sont plus que les personnages principaux, donc c'est un peu dommage, c'est un peu déséquilibré. Voilà, ça renforce un petit peu je trouve ce manque de cohérence qu'a eu l'auteur dans son récit. Pour ce qui est du rythme, là encore j'ai eu un petit problème, c'est que j'ai mis je pense 100 bonnes pages à me mettre complètement dans le récit. C'est très long 100 pages, il faut s'accrocher. J'avais entendu tellement d'échos positifs que je me suis dit je vais m'accrocher pour comprendre pourquoi. Malheureusement pour moi ça l'a pas vraiment fait. La partie que j'ai trouvée la plus intéressante c'est la dernière qui nous permet d'entrer réellement dans une ambiance fantasy, d'apporter plus de suspense et de danger à l'histoire, et qui permet aussi de découvrir des personnages plus complexes, et ça m'a plu pour le coup. Ça m'a fait tenir et j'ai trouvé cette dernière partie vraiment bien développée. Et le sentiment que j'ai eu, surtout à partir de la deuxième partie du bouquin, c'est de lire une fanfiction Harry Potter. Alors je sais pas si vous en avez tous lu, moi j'en ai beaucoup lu, j'en ai même écrit. Et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'univers des villas, alors c'est censé être les Vélanes mais en mâle. Donc ces personnages qui sont extrêmement attirants physiquement, qui ont une capacité d'attraction sur leur entourage qui est très forte. Et souvent ces fameux personnages sont censés trouver leur âme sœur dans ce monde sorcier ou non sorcier d'ailleurs, qui les accompagnera pour toute leur vie. Et c'est le sentiment que j'ai eu en lisant ce bouquin, je ne sais pas si jamais ça vous parle, mais si jamais c'est le cas, j'ai eu l'impression de lire une fanfiction Harry Potter avec des villas, voilà c'est tout. Et du coup j'ai eu énormément de mal à reconnaître le conte de La Belle et la Bête. Il y a certains détails qui effectivement lui sont propres, mais on ne les révèle assez tard, et du coup je trouve qu'on s'en détache complètement finalement. Donc bon, elle aurait pu créer un univers je pense
fantasy et qui lui est propre sans parler de réécriture de La Belle et la Bête. Alors je suis quand même curieuse de lire le deuxième tome parce que j'ai l'impression qu'on va parler d'un personnage secondaire que j'ai beaucoup apprécié dans ce premier livre. Donc je pense que je le lirai pour ça. J'ai aussi entendu dire qu'il était meilleur que le premier. Malgré tout, c'est un livre que je conseillerais pas du tout aux personnes qui ne sont pas fans de romance. Je savais que j'allais en avoir en le lisant, donc ça va. Mais si c'est quelque chose que vous ne vous attendez pas à trouver, je vous le déconseille complètement parce que la romance, vous en bouffez quand même pas mal. Autre bouquin, autre genre, Phobos 3 de Victor Dixon. C'est donc le troisième tome d'une saga de science-fiction et je crois qu'il va encore y avoir un quatrième tome si j'ai bien compris. Décidément, on n'a jamais fini avec cette histoire. Pour ce qui est du résumé, on évolue dans un monde proche du nôtre puisqu'il s'agit des États-Unis, je pense dans quelques années, où le pays a fait faillite et où de grosses institutions ont été revendues au plus offrant, notamment la NASA qui met en place un concept de télé-réalité permettant à des inconnus d'être les premiers habitants de Mars et d'y faire les premiers bébés martiens. C'est aussi un roman jeune adulte. Alors j'ai un petit peu plus apprécié ce tome là que le précédent que j'avais trouvé assez fade et pas forcément très intéressant. Ici j'ai trouvé que l'histoire se complexifiait un peu, d'ailleurs le bouquin est assez énorme et du coup on comprend pourquoi. Il se passe énormément de choses hors champ finalement parce que on a un petit peu moins d'éléments sur les pionniers, donc les personnes qui sont censées arriver sur Mars, qui y sont peut-être ou pas, je veux pas spoiler. Sur ces personnages là on a un peu moins d'éléments et ça m'a pas du tout dérangé parce que j'ai adoré découvrir ce qui se passait au niveau des autres personnages, notamment l'organisatrice de ce concept de télé-réalité, les autres personnages qui gravitent autour de ça. On avait énormément d'éléments sur eux, on a fait beaucoup de révélations sur leur passé, sur leurs objectifs. J'ai trouvé ça très intéressant, finalement beaucoup plus intéressant que l'histoire de ces différents adolescents qui sont projetés sur la planète Mars. Il y avait énormément de plot twists, de rebondissements, il y avait beaucoup de suspense et de révélations. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu, qui m'a tenu en haleine en fait tout le long de ma lecture. J'ai trouvé que la part de thriller prenait une place beaucoup plus importante que la romance dans ce livre-là. Et c'est quelque chose qui m'a réellement plu parce que bon, je suis pas une énorme fan de romance et je trouve pas que la romance soit hyper bien amenée dans ces récits-là. Je la trouve un petit peu grossière par moments, un petit peu superficielle, pas forcément très profonde et du coup pour moi c'est pas l'intérêt majeur de cette lecture. Mais voilà, là la partie thriller et suspense était très importante, il y avait aussi pas mal d'action, ça m'a vraiment plu. Parce que voilà, moi les personnages, depuis le début, j'ai pas forcément énormément d'attachement pour eux, je les trouve pas forcément très intéressants. Surtout le personnage principal que je déteste un petit peu, je la trouve très agaçante, je la trouve parfois très superficielle. J'ai pas forcément d'intérêt pour les différentes histoires d'amour qui se déroulent entre les différents personnages, je m'en fous complètement à vrai dire. Je trouve aussi que les membres de l'équipage sont assez caricaturaux, je trouve que leurs échanges entre eux sont parfois très peu cohérents parce que les personnes qu'on envoie sur Mars sont âgées je crois pour les plus jeunes de 17 et max je pense ça va être 19 mais vraiment pas plus. Et je trouve que leurs échanges entre eux sont très caricaturaux, je les trouve assez faux, je trouve que leurs réflexions, leur façon de parler ne correspondent pas forcément à leur âge. Alors évidemment c'est pas parce qu'on a 17 ou 18 ans qu'on n'est pas mature du tout, c'est pas du tout le cas. Et même si ce personnage ont un passé pas tous très simple, je trouve qu'ils ont des échanges entre eux qui sont presque caricaturaux, forcés, vraiment trop matures au niveau de leur réflexion, trop complexes pour être les réflexions de personnages de 17, 18 ans. Pour moi ils ont la façon de penser de personnages plus âgés et du coup ça me dérange à chaque fois parce que je trouve ça pas cohérent. Alors je me demande si le côté caricatural des personnages n'est pas fait pour souligner l'aspect télé-réalité parce qu'on le sait, dans la télé-réalité, on cherche des personnalités un peu fortes, parfois justement caricaturales, pour attirer l'attention du téléspectateur, pour les faire soutenir certains personnages ou non. Donc je pense que ça joue dedans. Mais bon, vu que nous on a une approche un peu différente de ces personnages, qu'on ne les voit pas qu'à travers un écran finalement dans le livre, on pourrait avoir un petit peu plus de profondeur et je trouve justement que les personnages gagnent pas en complexité, gagnent pas en profondeur en fonction des différents livres. Il y en a qui restent vraiment visible qu'en surface. À la limite, à part le personnage principal qui évolue un petit peu, les autres, on les voit que de son point de vue ou de celui de la chaîne, et je trouve pas qu'ils aient gagné en intérêt au fil des lectures. Du coup, vous l'avez compris, je me suis quand même vachement moins ennuyée avec ce livre-là que les précédents, j'ai eu du mal à le lâcher, clairement j'avais ce côté un petit peu addictif de la télé-réalité, je voulais savoir ce qui allait se passer. Ça a très bien fonctionné pour moi, je le reconnais, je n'ai absolument pas pu lâcher ce livre quand je le bouquinais. Malgré tout, je ne comprends pas pourquoi un quatrième tome est prévu parce que finalement pas mal de choses se dénouent dans ce bouquin-là, il reste quelques questions auxquelles on n'a pas répondu, mais je trouve ça pas forcément très dérangeant pour arrêter l'histoire ici. Voilà, je sais pas ce qu'il va faire de ce quatrième tome, je pense que je le lirai parce que voilà, il y a ce côté un peu addictif que j'ai avec cette lecture, c'est mon petit plaisir coupable, mais voilà, je pense qu'il peut se suffire à lui-même, donc si jamais vous ne voulez pas en savoir plus, vous pouvez, je pense, vous arrêter là. Et l'un des derniers livres que j'ai terminé ce mois-ci, c'est La Voix des Oracles, le tome 2 et
Enoch d'Estelle Faye. C'est le deuxième tome d'une trilogie fantasy jeune adulte dont je vous avais présenté le premier tome il y a plusieurs mois et que j'avais adoré. On suit globalement pour le tout début de l'histoire le parcours de Tia, qui est une jeune fille qui est une oracle, elle peut donc lire l'avenir. Seulement la chrétienté se développe un petit peu partout et les rites païens sont jugés et condamnés, et donc Tia est en danger si jamais on apprend ce qu'elle est. On attend aussi à la vie de son papa au tout début du livre et on va suivre un petit peu le parcours de Tia pour sauver sa peau et aussi un petit peu celle de son père. Première chose, un petit peu la même que pour le tome précédent, ce que j'ai adoré c'est la plume d'Estelle Faye qui est vraiment très belle, elle est très riche et en même temps très fluide à suivre. Je trouve qu'elle sait parfaitement raconter une histoire, je trouve que c'est impossible de ne pas se laisser emporter par ce qu'elle raconte. Ça a été difficile pour moi de lâcher un chapitre une fois que je l'avais entamé, tout simplement parce que Estelle Faye a une très belle écriture, parce qu'elle sait totalement captiver son lecteur. Autre chose qui était très cool, c'était le rythme qui clairement ne manquait pas de cadence. Il y a énormément de rebondissements, chaque chapitre contient un nouvel élément, un nouveau rebondissement dans l'histoire. Il n'y a clairement pas le temps de s'ennuyer à chaque nouveau chapitre. Il y a énormément d'actions dans ce livre-là et on suit énormément de points de vue différents, ce qui fait qu'on avance quand même, je trouve, pas mal dans l'histoire, aussi bien dans l'avancée de l'histoire que géographiquement on découvre énormément de lieux différents, on découvre énormément de cultures différentes et de personnages différents. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et l'autre point très positif, ce sont les personnages. Parce qu'autant dans le premier livre, on suivait principalement le parcours de Tia, d'Enoch et d'un autre personnage dont je tairai le nom. Mais dans ce second tome, on en découvre énormément. Même si on avait d'autres points de vue dans le premier, ici, on a l'impression que les points de vue sont complètement éclatés. C'est moins linéaire que dans le premier livre, parce qu'on suit vraiment plein de personnages en même temps. Notamment des personnages secondaires qui m'intriguaient déjà pas mal dans le premier, et que là on retrouve plus en détail, dont on comprend plus les objectifs. Et c'était très agréable, parce que je trouve que du coup l'histoire gagne en complexité, que les personnages gagne en relief aussi. J'ai aussi eu ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps, c'était un coup de cœur pour un personnage que j'ai trouvé aussi bien touchant que courageux, qu'attachant, voilà. Je peux pas vraiment vous en parler, mais voilà, j'ai eu ce coup de cœur que j'ai trouvé très cool pour un personnage et ça m'était pas arrivé depuis si longtemps que ça renforce mon attachement à ce deuxième tome. L'un des éléments qui m'a cependant dérangé pendant cette lecture, c'était que je l'ai trouvée un petit peu déroutante par moments parce que des fois l'auteur inclut certaines ellipses qui sont assez importantes. Du coup on sait plus trop quels sont les rapports de certains personnages entre eux. On passe parfois de personnages qui se connaissent pas vraiment à une relation très proche sans vraiment comprendre comment c'est arrivé et pourquoi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu déroutant par moments. Et comme je vous l'ai dit, on voit énormément de parcours différents, de personnages différents et on saute vraiment de l'un à l'autre sans transition aucune. Ce qui fait que ça peut être un petit peu perturbant pour se remettre dans le parcours d'une autre personne quand on était captivé par celui d'une autre. On sait plus trop où donner de la tête par instant et je trouve ça un peu perturbant, je tiens à le souligner au cas où parce que ça tranche vraiment avec le côté très linéaire du premier. Le rythme est vraiment plus frénétique si je puis dire, donc voilà, c'est un élément à souligner si c'est quelque chose qui peut vous déranger. C'était pour moi une très bonne lecture, pour ma part je dirais le troisième, c'est sûr et certain. J'ai aussi lu Billy Brouillard ce mois-ci, mais je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai déjà pas mal parlé de ce bouquin dans mes lectures favorites de l'année 2016, je vous invite donc à aller par là-bas si jamais vous voulez en savoir plus. Et dernière lecture pour ce mois de décembre 2016, c'est Stealing Snow de Daniel Page. Autant vous dire que c'est pas franchement une réussite, je pense très fort à abandonner cette lecture, je me force à la terminer parce qu'il reste 100 pages du bouquin donc je vais la finir. J'en parlerai je pense uniquement dans cette vidéo, mais c'est franchement pas une réussite. Je vous avais présenté ce livre comme une réécriture du conte de Blanche-Neige. Il s'agit en fait d'une réécriture de La Reine des Neiges, mais il y a quelques éléments de Blanche-Neige dedans, donc j'ai un petit peu du mal à comprendre ce qu'a voulu faire l'auteur. On y suit le parcours d'une jeune fille qui s'appelle Snow, qui évolue au tout début du bouquin dans un asile psychiatrique. Elle est enfermée là parce que un jour elle essayait de traverser un miroir, elle s'est donc coupée de partout et je crois qu'elle a forcé sa meilleure amie à en faire de même. Voilà, elle a été internée très jeune et elle y est encore. C'est une première partie que j'ai trouvée assez intéressante parce que l'univers des asiles psychiatrique, même si c'est carrément flippant, je trouve ça super intriguant. Donc ça m'a plu d'avoir aussi ce personnage principal, pas forcément sain d'esprit, un petit peu bizarre, mais voilà, elle est appelée à vivre d'autres choses et on lui parle d'un royaume qui serait le sien et qui est figé par la glace depuis des années. Elle va donc finir par évoluer dans ce monde-là et ce que je trouve assez nul en fait, c'est que l'auteur nous ballotte d'un élément à un autre, d'un univers à un autre, sans transition et j'ai l'impression qu'elle sait pas trop ce qu'elle a voulu faire,
qu'elle a peut-être voulu mélanger plein de choses. Je trouve pas le personnage principal très intéressant, je trouve pas l'histoire non plus très intéressante. Je trouve cette histoire assez superficielle. Il y a aussi, je crois qu'il y a même plus qu'un triangle amoureux, je crois qu'il y a 3 personnes qui l'intéressent, enfin c'est un truc de malade. Il y a un quatuor amoureux quoi, le truc impossible. Je suis complètement perdue par cette histoire, voilà, je trouve pas d'intérêt, j'ai envie de voir là où ça va aller, si effectivement il y a un réel intérêt. Mais voilà, je pense que je vous en parlerai pas plus que ça parce que j'ai pas envie de m'attarder dessus. Ce sera probablement l'une des grosses déceptions de cette année 2016 en matière de lecture. Mais j'ai tenu bon quand même parce qu'il me reste plus que ça à lire quand même. Ça va, j'avance. Et ce sera tout pour les lectures que j'ai faites au mois de décembre 2016. J'espère vous avoir donné envie d'en découvrir certaines. Enfin, à part Stealing Snow qui est franchement pas une réussite. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces différents bouquins si vous les avez lus à votre tour. Au moment où je poste cette vidéo, nous sommes déjà en 2017. Je vous souhaite donc une merveilleuse année. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!